retrouver des visages qui correspondent à toutes les étapes de ces dernières années, à tous nos territoires, qui sont pour moi des souvenirs de rencontres, de travail, d'engagement, de déplacements, de combats menés, et qui correspondent en quelque sorte à toute la stratification de ce combat politique. Me rappelle que c'est toujours et avant tout une aventure humaine. Et donc, je vous le dis avec beaucoup d'émotion. D'abord, ça me fait du bien. Et ça me touche beaucoup que vous soyez là, ici, présent aujourd'hui, et de l'autre côté de l'écran. Voilà, merci. Laetitia Avia, députée de Paris, députée La Rem, est avec nous. Vous y étiez ce matin à cette réunion au QG. Vous en êtes de la campagne, j'imagine? Bien entendu, bonjour. Oui, vous y étiez ce matin. Vous nous confirmez que c'était la première visite officielle d'Emmanuel Macron en tant que candidat. Dans le même temps, il est très occupé avec la crise en Ukraine. C'est la difficulté pour lui d'être à la fois président-candidat et candidat-président. Oui, en effet, on le sait bien, c'est une situation qui devient d'autant plus complexe avec la situation internationale, mais Emmanuel Macron sera candidat autant qu'il le pourra, et il sera surtout président autant qu'il le doit. Dans la situation que nous vivons actuellement, il se doit de consacrer énormément de temps à la gestion de la situation internationale, mais cela ne l'empêche pas, au contraire, de trouver chaque moment nécessaire, utile, pour aller échanger avec les Français et surtout construire l'avenir, ce que nous portons depuis le début, cette transformation du pays avec nos concitoyens. Et c'est ce que nous avons commencé ce matin, justement, dans cette toute première réunion, avec à la fois des élus, mais également des personnes qui sont issues de la société civile et qui vont infuser le terrain, aller échanger avec chacun. La campagne, elle est menée par le candidat, mais elle est aussi menée par toutes et tous. C'est une action collective. Ce qu'il veut faire Laetitia Avia ce soir à Poissy, visiblement, c'est sur la forme du grand débat avec 200 Français, enfin jusqu'à 250, leur laisser par exemple la main sur les thèmes abordés. Ça veut dire quoi, que le format traditionnel des campagnes, les meetings traditionnels, il ne va pas les faire? Le meeting de Marseille le week-end prochain, c'est enterré? Je vais pas vous dire cela à ce stade. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut prioriser et qu'il faut avoir un maximum de moments où le candidat, sera en échange avec nos concitoyens. C'est ça, hein, de faire une campagne avec chacun. Alors oui, bien sûr, il y a des débats qui sont nécessaires, il y a des débats avec les oppositions, il y a des questions des journalistes qui sont nécessaires. Mais je crois qu'aujourd'hui, si on veut ressouder notre démocratie, il faut avant tout aller à la rencontre des Français. Et c'est ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui. J'ai entendu certains dire qu'il fallait qu'il descende dans l'arène. Eh bien, c'est ce qu'il va faire ce soir. Je pense qu'il y a rien de plus challengeant, en fait, qu'un moment d'échange direct, sans sujet préconçu, avec nos concitoyens. Frédéric Delpech, une question pour vous. Alors, descendre dans l'arène, c'est ce que vous nous dites, Laetitia Avia. Bon, effectivement, il va rencontrer des Français, un exercice qui va être réitéré. Mais concernant une rencontre avec les autres candidats à l'élection présidentielle, le fameux débat avant le premier tour, hier, Christophe Castaner semblait moins ferme en disant, jusqu'à présent, on nous disait non, il n'y aura pas de débat avec les autres candidats. Là, la position a semblé évoluer un peu. Qu'en est-il aujourd'hui, Laetitia Avia? Est-ce qu'il y aura un débat avec les autres candidats? Il y a une chose qui est assez claire, c'est qu'on pense qu'un débat à 12, puisque maintenant il y a 12 candidats annoncés, à 12 dans des conditions où finalement on a peut-être chaque candidat 5 minutes de temps de parole qualitatif, c'est pas bon pour notre démocratie, quoi qu'il en soit. Mais pourquoi c'est pas bon pour la démocratie? Excusez-moi Laetitia Avia, pourquoi c'est pas bon pour la démocratie, même si c'est 5 minutes seulement chacun? Pourquoi c'est pas bon? Alors, je vous le dis en tant que téléspectatrice également, c'est pas audible. 12 personnes, enfin, ça marche pas. Généralement, je pense que c'est des formats qui, à mon sens, doivent évoluer pour qu'on puisse mieux entendre les propositions de chacun, mieux les confronter. Mais Emmanuel Macron, bien sûr, répondra à la demande nécessaire et à l'organisation qui sera faite par la presse. Hein. Ce sont les journalistes qui organiseront ça comme ils le voudront. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne recule pas devant le débat, il ne l'a jamais fait. Il nous faut aujourd'hui, dans un contexte particulier,
avec un temps qui est extrêmement limité et avec une priorité de l'échange avec les Français, concilier tous ces impératifs. Donc il s'en tiendra, Laetitia Avia, au débat de l'entre-deux tours? Encore une fois, je vous l'ai dit, nous verrons ce qui sera organisé dans le cadre de ce premier tour. Merci beaucoup. Également invité de LCI Midi, Emmanuel Rivière, politologue, directeur stratégie d'opinion de Kantar. Alors, on vient de parler de ces fameux débats que les opposants réclament à corps et à cri, mais que l'équipe d'Emmanuel Macron ne privilégie visiblement pas. Est-ce qu'il a intérêt à y participer, selon vous? C'est un exercice délicat pour le président de la République de se mettre dans un débat comme celui-là. On l'avait vu d'ailleurs, on le voit dans les duels qui opposent le président sortant à son compétiteur, parce qu'il est obligé à la fois de se défendre sur une attaque qui, en plus, vu l'état de notre paysage politique, viendra de toutes parts sur son bilan, et souvent empêcher de décliner son projet. C'est ce qu'il faut lire souvent entre les lignes dans les hésitations des soutiens de la majorité, qui disent il y a un temps trop limité pour à la fois se défendre sur son bilan et présenter son projet. Et c'est à côté de ça assez tentant d'être dans une posture qui consiste à dire non, le président sortant, il n'est pas à ce niveau-là, il a aussi ses responsabilités, mais dans ces cas-là, c'est très attaquable parce qu'à un moment, le président doit aussi consentir à être un candidat. On voit bien la tentation beaucoup plus grande qu'il peut y avoir d'aller se mêler à des Français. D'abord, ce n'est pas le même niveau d'adversité, il faut bien le reconnaître. Ça lui permet de renouer avec ce qui avait plutôt bien fonctionné dans le grand débat, c'est-à-dire cette capacité jugée assez impressionnante de manière générale à répondre avec une connaissance des dossiers assez précise sur tout un tas de sujets, ce en quoi d'ailleurs on voit aussi sans doute la volonté de faire mieux que ce que ses adversaires pourraient faire. Certains ont montré dans cette campagne que quand ils étaient un peu en roue libre, pas assez bien préparés, ils pouvaient vraiment faire des sorties de route dommageables. Il y a une prise de risque malgré tout aussi à aller directement comme ça avec des Français, parce que l'impro, ça peut aussi créer des sorties de route, même chez Emmanuel Macron. On l'a vu comment certaines de ses déclarations ont pu lui être préjudiciables dans le passé. Alors, justement, si l'on regarde les derniers sondages que l'on a, IFOP Fiducial, notre partenaire, place le chef de l'État à 29% maintenant des intentions de vote au premier tour. Vous parliez de sortie de route. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Parce que maintenant, on parle d'une reconduction quasi tacite du président sortant. Qu'est-ce qu'il pourrait faire que il échoue ou en tout cas, il soit mis en danger dans les sondages? Même à 5 semaines, c'est toujours hasardeux de faire des pronostics, et puis ce serait pour le coup de la part d'un sondeur vraiment très peu professionnel de dire c'est plié. Là où j'ai une quasi-certitude, c'est que dans 1 an, dans 10 ans, dans le livre d'histoire, on dira que la présidentielle 2022 a été marquée par le conflit et la guerre en Ukraine. Pour l'instant, on voit bien que c'est plutôt au bénéfice du président sortant, parce que ça réactive le fait que chez un président de la République, on va aussi chercher quelqu'un qui doit parler en tête-à-tête avec le président russe, le président américain, qui doit incarner finalement une vocation de la France à parler au monde. Et du coup, ce n'est pas forcément la question, comme ça qu'on aurait formulé la question il y a 6 mois ou même 2 mois, c'est comme ça qu'on se la pose, c'est plutôt à son bénéfice. Maintenant, on est aussi entré dans une zone inconnue, d'une crise, d'une extrême tension et d'une extrême gravité qui vient perturber une campagne électorale. On ne sait pas comment les choses vont évoluer dans les semaines à venir, donc il faut aussi concéder qu'on est là dans un peu de l'imprévisible, même s'il y a beaucoup d'indicateurs qui convergent pour dire que la période est plutôt favorable à Emmanuel Macron. Reste avec nous, Emmanuel Rivière. Je voudrais l'avis d'Arnaud Benedetti. En même temps, il y a un précédent, il y a un peu le syndrome Jospin en 2002, où
les équipes considéraient que c'était gagné d'avance, et puis on sait ce qui s'est produit ensuite. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? Oui, alors c'était différent, parce que d'abord c'était une situation de cohabitation, il faut s'en souvenir, donc qui n'a strictement rien à voir avec celle que l'on connaît aujourd'hui. La situation, chacun s'accorde à le reconnaître, sur le plan international n'était pas la même, donc je crois que comparaison n'est pas raison en la matière. C'est vrai que vous avez raison de rappeler ce précédent, mais à mon avis ce précédent aujourd'hui ne vaut pas pour ce que nous vivons actuellement. Non, mais si vous voulez, aujourd'hui il bénéficie finalement d'un agenda international qui fait que la figure présidentielle, la stature présidentielle est extrêmement importante dans la compétition électorale qui commence. Et en l'occurrence, évidemment, il y a quelque chose d'assez évident. Il a l'expérience de 5 ans de mandat que n'ont pas ses concurrents. Donc, j'allais dire presque mécaniquement, l'image qui est la sienne est, disons, valorisée par cette situation internationale sans qu'il le recherche d'ailleurs automatiquement. Donc ça, c'est une réalité. Ensuite, il y a un phénomène que l'on connaît très bien et que les politologues connaissent très bien, c'est ce qu'on appelle l'effet drapeau. C'est que lorsque vous avez une situation de crise, quelle qu'elle soit, et quelle que soit la nature de cette crise, vous avez un resserrement de l'opinion publique qui se fait autour de la figure du chef de l'État, qui est l'incarnation de la nation. Donc on est dans ce moment. Mais on est dans ce moment sachant qu'il reste encore à peu près 40 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Donc tout cela peut bouger encore, peut être, disons, impacté, y compris même par la guerre, par l'évolution de la guerre. Donc c'est pour ça que je comprends que tout à fait que les sondeurs soient tout à fait prudents en ce moment. Et puis il y a un autre aspect qui est important, qu'on a du mal à mesurer pour les élections, on l'a vécu lors des élections régionales, c'est la participation. Le niveau de participation va quelque part déterminer la photo du résultat du premier tour. Et on sait très bien que la participation profite plutôt à tel candidat, que l'abstention profite plutôt à tel candidat. Donc à partir de là, on y verra plus clair. Mais encore une fois, de toute façon, tant que le vote n'a pas lieu, l'élection n'est pas jouée. L'abstention ou le manque de participation, quelle que soit la manière dont on regarde, c'est le premier adversaire d'Emmanuel Macron. Plus on répète, plus on voit ces sondages le mettant à 29-30%, plus son électorat considérera peut-être qu'il est inutile d'aller voter. Je ne suis pas en train de faire de la politique fiction, je dis juste que la question de la mobilisation, ça vaut pour Emmanuel Macron, ça vaut pour Marine Le Pen, principalement. Emmanuel Macron, parce qu'on dit, comme nos confrères de Challenge, et si c'était plié, et Marine Le Pen, parce qu'on sait que traditionnellement, c'est un électorat plus abstentionniste que l'électorat des autres. Et donc, Emmanuel Macron répète, il l'a encore dit ce matin en disant, lorsqu'il s'exprimait devant ses soutiens et les grands élus, rien n'est écrit, rien n'est gagné. Je vous le dis avec beaucoup de conviction et de gravité, il y en a beaucoup qui étaient annoncés gagnants avant l'élection. Ce qu'il faut aller chercher, c'est la victoire à la minute d'après. Il sait bien, il sent bien qu'il y a une difficulté pour lui à mobiliser cet électorat, et parce que, en plus, dans l'opinion, la peur s'est installée, et que cette peur, elle ne pousse pas vraiment à exprimer, à sortir, à manifester sa préférence électorale. Oui, sauf qu'il a peut-être un électorat qui est plus mobilisé politiquement dans ce type de consultation que d'autres types d'électorats. Parce qu'il a un électorat qui est plutôt senior, en l'occurrence, et qui est un électorat qui va voter en la matière. Donc c'est ce qui fait finalement la force aujourd'hui d'Emmanuel Macron par rapport à nombre de ses concurrents. Mais en effet, on voit bien que, encore une fois, cette question de l'abstention sera absolument essentielle pour finalement voir comment les choses vont se dérouler. Alors il y a un autre exemple qui est important, vous avez cité Lionel Jospin. Et moi, la situation me rappelle un peu cet exemple avec le nombre de ralliements aujourd'hui auxquels nous assistons. C'est plutôt Édouard Balladur. Édouard Balladur était hyper favori, sauf que Édouard Balladur, si on se souvient bien, en 1995, les courbes s'étaient déjà croisées au moment où l'on parle, et s'étaient croisées au mois de février. C'est-à-dire que là, on rentre dans le processus du mois de mars. Et le processus du mois de mars, on le connaît bien, c'est le processus de la cristallisation de l'électorat. Reste à savoir, encore une fois... Même si la cristallisation, semble-t-il, d'après ce que nous disent les sondeurs, est de plus en plus tardive. Et de plus en plus tard, et parfois, elle se fait même dans l'isoloir au dernier moment. Et on rappelle que l'abstention, c'est 30%. Au-delà de 30% aujourd'hui, selon les projections. D'un mot, Frédéric. Oui, alors d'un mot, oui, je suis assez d'accord sur la question de l'abstention qui est fondamentale, en tout cas pour avoir un score assez large pour Emmanuel Macron. Mais attention, il ne faut pas non plus surmobiliser, parce qu'en surmobilisant son électorat, il peut surmobiliser aussi l'électorat des anti-Macron. Et ça, c'est aussi un piège dans lequel peut tomber le président de la République. Alors, la crise ukrainienne, évidemment, occupe la première place dans cette campagne présidentielle. Et malgré sa position pro-Poutine,